d'abord, c'est l'une de ces campagnes électorales qu'on qualifie volontiers d'incertaines, voire d'électriques, non pas forcément pour le résultat lui-même, mais le processus qui accompagne l'ensemble du scrutin depuis la sélection des candidats jusqu'à la campagne. De ce point de vue, l'élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire a tout d'un véritable défi. Vous nous direz pourquoi. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui titrait en une pour le mois d'août et de septembre sur le choix d'ados comme Alassane Dramane Ouattara, le président sortant, candidat à un 4e mandat. C'est l'un des points clivants de cette élection. On va l'écouter lors de sa déclaration de candidature. C'était le 29 juillet dernier. En mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ziad Limam, on vient de l'entendre, Alassane Ouattara place sa candidature sous le signe du devoir, au nom de la continuité. Il y va contraint et forcé, pas par ambition présidentielle, comme l'assurent ceux qui, déjà en 2020, lui reprochaient un 3e mandat contraire à l'esprit de la Constitution. Je pense que forcément, comme chez tout homme politique, il y a des forces différentes et multiples. Il y a clairement, je pense, dans l'esprit d'Alassane Ouattara, l'idée que la Côte d'Ivoire est dans une phase non pas économiquement fragile, mais dans son contexte géostratégique et dans un moment difficile, avec l'hostilité plus ou moins affichée des pays de l'AES, avec les bouleversements de l'économie mondiale, avec le tarissement des financements vers l'Afrique. Et donc, je pense sincèrement que son expérience peut jouer. Après, il ne faut pas exclure l'homme qu'il est, l'envie du destin personnel, de son héritage. Tout ça doit se fusionner, et peut-être aussi l'idée que, comme il le dit dans l'annonce, c'est quand même un thème qui revient beaucoup depuis 2020, la transition générationnelle va arriver. Donc ça fait partie un peu de tout ce package, j'allais dire. Oui, on a même cru qu'en 2020, elle arrivait. C'est ce qui rend d'ailleurs aujourd'hui cette nouvelle candidature d'autant plus étonnante, puisqu'il s'était mis en retrait à l'époque au profit de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dont la mort avait finalement contraint Alassane Ouattara à revenir sur sa décision de ne pas briguer précisément le 3e mandat. Non, je pense que le décès d'Amadou Gon a changé le chemin politique de la Côte d'Ivoire. C'est très clair. Il y avait un schéma de succession avec un homme sur lequel il avait... on disait qu'entre eux, il n'y avait pas une feuille de papier cigarette. Donc ils avaient travaillé ensemble depuis 30-40 ans. Donc ça, c'était un chemin. Le chemin n'a pas eu lieu. Il faut se rappeler aussi qu'à ce moment-là apparaît le Covid. Donc on est de nouveau dans un moment d'extrême tension économique, sociétale, etc. Donc voilà, mais encore une fois, le président, il le dit publiquement. Donc il l'a dit en 2020, il le redit en 2025. Je pense que son objectif reste la transition générationnelle. Alors comment et quand, ça c'est le chapitre après cette élection. Alors voyons justement qui sont les candidats. Il y a donc Alassane Ouattara, il y a également Awa Don Melo, qui est ancien ministre de l'équipement et de l'assainissement issu du FPI de Laurent Gbagbo, qu'il avait suivi ensuite au PPACI avant d'en être exclu. Henriette Lagou, ancienne ministre de l'équipement et de l'assainissement, déjà candidate en 2015 à une ex-PDCI qui s'était rapprochée de Laurent Gbagbo. Il y a Jean-Louis Billon qui est du Congrès démocratique, ancien ministre du Commerce en rupture de avec le PDCI, et puis l'ex-première dame, Simone Eyivé, autrefois épouse de Laurent Gbagbo, à la tête du mouvement des générations capables. Ziad Limam, parmi ces candidats, y en a-t-il qui constituent une réelle menace pour le président sortant ? Franchement, je pense qu'il faut être clair, il n'y a pas de menace sur ce scrutin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a campagne. Que ceux qui font campagne, ceux qui font campagne sur le terrain, ceux qui ont été exclus mais qui font campagne quand même, ils sont dans une perspective, j'allais dire, 2030. C'est-à-dire chacun pose ses jalons. Et puis, il y a vraiment campagne. C'est-à-dire, on le voit peut-être moins d'ici, mais à la télé, en Côte d'Ivoire, à la radio, dans les facs, dans les universités, dans les restos, dans les salons, à la diaspora, ici, en France, ailleurs. Il y a une vraie discussion qui s'est entamée. Et il faut voir cette élection quand même dans un processus aussi, dans un continuum démocratique. C'est pas
c'est pas parfait, c'est pas génial, c'est pas l'aboutissement, mais on est quand même dans on en reparlera tout à l'heure, mais dans un modèle de société civile qu'il faut quand même protéger en partie, l'aider à prospérer. Alors, il faut tout de même parler des grands absents. Tidjane Thiam, qui a été recalé pour cause de nationalité française et donc absent de la liste électorale. Tout comme Laurent Gbagbo, retiré de cette même liste, lui, du fait d'une condamnation judiciaire pour la fameuse affaire dite du casse de la BCAO. Et puis aussi Pascal Affinguessan, pour des problèmes de parrainage. Charles Blé Goudet, Guillaume Soro ne figurent pas non plus parmi les candidats. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Après, il y a eu les décisions de justice, il y a il y a une cour constitutionnelle qui a décidé. Encore une fois, je pense que les gens qui ont été exclus, certains, bon, le cas de Guillaume Soro, par exemple, c'est quand même un cas assez lourd à gérer sur le plan pénal, pour lui, pour sa relation avec la Côte d'Ivoire. Je pense que tous ces gens sont quand même dans une forme de réalisme. C'est-à-dire, ils se disent que, encore une fois, ce chapitre-là, il y en aura un autre. La deuxième chose, c'est qu'on le sent très bien aussi, ces oppositions ont un petit peu de mal, on va en parler pour les manifestations, mais elles ont un petit peu de mal à mobiliser, elles ont du mal à rassembler. Ouais. Et en fait, l'objectif de tout le monde aujourd'hui, c'est la mobilisation, que ce soit le parti au pouvoir, avoir les électeurs, que les électeurs se déplacent. Les opposants, il faut qu'ils arrivent à exister et à faire déplacer des électeurs vers eux. Et donc, on est quand même dans un processus assez vif, assez dynamique. Donc, comment, d'après vous, va se gérer cette frustration? Se reportant sur les candidats, comme vous dites, il y a quand même un processus assez vif, dynamique, ou bien sous une forme de colère dans la rue, comme on peut commencer à le voir déjà aujourd'hui? Alors, je pense que la question de la rue, qui est une question importante, d'abord, il faut la mettre dans le contexte des traumatismes que le pays a connus, la crise électorale et la quasi-guerre civile, il faut le dire, 2010-2011, les élections de 2020 qui ont été difficiles. Donc, il y a un trauma, et je pense que l'opinion publique, d'une manière générale, après, chacun dans son camp, mais l'opinion publique, d'une manière générale, cherche la stabilité, le calme, passer l'étape, et après on discutera et on verra. Et puis il y a des législatives d'ailleurs, juste après en décembre. Oui. Et donc je pense que ça c'est vraiment important. Deuxièmement, je pense qu'au niveau de l'État, du pouvoir, il y a une très forte pression pour qu'il n'y ait pas de casse. Et donc il y a des décisions, par exemple l'interdiction de manifester à Abidjan, qui sont prises, et qui sont prises aussi parce que certains estiment que cette opposition dite radicale les exclut. Leur objectif, c'est de déstabiliser le processus, de faire en sorte que l'élection soit, qu'elle soit pas légitime ou qu'elle soit entachée de violence, etc. Donc on est dans un moment difficile. Mais bon, en passant 3-4 coups de fil à Abidjan, on s'aperçoit que life goes on pour le moment. Donc on va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent. Alors allons sur place, justement, pour voir si life goes on. Ces manifestations dont on a parlé, ça donne quoi, Julia Guggenheim? Les appels à la mobilisation se sont multipliés ces derniers jours de la part des forces politiques exclues du scrutin présidentiel. Après la marche interdite du 11 octobre dernier, quelques mouvements de protestation ont donné lieu à des échauffourées dans plusieurs localités du pays, notamment autour de Gagnoa, le fief de Laurent Gbagbo, ou encore à Bonois, où un jeune a été tué par balle. Les manifestations qui contestent les décisions du Conseil constitutionnel, à commencer par la liste définitive des candidats, ont été interdites. Un important dispositif policier constitué de 44 000 hommes a été déployé, notamment pour s'en assurer et sécuriser l'élection. Environ 700 personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Une répression brutale d'après l'opposition. Le procureur, lui, a qualifié les agissements de certains manifestants d'actes terroristes. Écoutons justement quelques-unes des voix de ceux qui manifestent. Quel que soit ce qui va advenir, quel que soit ce qui va se passer sur le terrain, le peuple est déterminé. Nous disons non à ce quatrième mandat, nous disons non à cette forfaiture, nous disons non à cette dictature. Trois cas sont là à la préfecture de police, c'est pas normal. On n'a rien fait, on n'a pas d'armes, on n'a pas de couteau. Nous sommes étudiants. On veut la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ziad Limam, il faut craindre des débordements ou ces mouvements-là restent sporadiques d'après vous? Ils sont, à l'échelle du pays, c'est sporadique. Après, quand vous êtes à Abidjan, il peut y avoir un incident ici, un incident là. Mais encore une fois, je pense qu'à ce jour où on se parle, c'est
relativement calme, très calme, business as usual, comme j'ai dit, ou life goes on. Oui. Après, on va aller vers la date du scrutin, donc ça va se compliquer. Encore une fois, je pense que la clé, c'est est-ce que cette opposition dite radicale, est-ce qu'elle a la capacité de mobiliser des gens ou pas? Parce que là, on parle quand même de quelques centaines de personnes ou d'incidents isolés. Est-ce que les chefs sont pas là? Les chefs sont pas très visibles. Donc, voilà, donc on est, je pense, dans un processus où l'obsession de tous, en fait, c'est quand même de la grande majorité pouvoir ou société civile ou société publique, c'est d'aller au processus le plus calmement possible pour marquer aussi, enfin, une étape sur ces scrutins présidentiels pour changer d'une certaine manière le cours de l'histoire, d'avoir un scrutin relativement apaisé. Ça ne sera pas totalement apaisé, mais relativement apaisé. Les recalés, eux, pointe la liste électorale. Écoutez ce qu'en dit le président de la commission électorale indépendante, la CEI, chargé de procéder à cette révision. C'était sur l'antenne de France 24 dans le Journal de l'Afrique. La commission électorale indépendante n'a jamais appelé à l'insurrection. La commission électorale indépendante fait son travail. Ce sont les acteurs politiques, certains acteurs politiques, qui prennent à partie la commission électorale indépendante. Figurez-vous qu'en 2021, la commission électorale indépendante a organisé les élections législatives, ça s'est bien passé. En 2023, elle a organisé les élections locales, ça s'est très bien passé. Mais cette liste électorale, Ziad Limam, elle a été révisée entre la fin 2024 et le milieu de cette année. C'est bien de là que vient le problème que pointent aujourd'hui les recalés du scrutin. Alors, pas tous. Tidjane Thiam, oui, c'est lié à la liste électorale directement parce qu'il a été radié de cette liste quand des gens se sont plaints devant un tribunal pour dire qu'il a une double nationalité. En tous les cas, il l'avait au moment où... Tout ça, c'est des jugements, enfin, c'est des raisonnements, c'est très juridique, mais au fond, il y a des textes de loi. Alors, on peut décider que les textes de loi ont été appliqués d'une certaine manière et qu'ils auraient pu ne pas l'être. Je pense aussi, peut-être, dans le cas du PDCI, il y avait une relative, peut-être, impréparation juridique. Il aurait fallu voir les choses trappes qui pouvaient se présenter. Dans le cas de Laurent Gbagbo, on a une condamnation. Il a été gracié, mais il n'a pas été amnistié. Donc, on a tous ces éléments-là. Ceci dit, la CEI, il faut encore une fois se mettre dans les contextes de continuum. C'est-à-dire, il y a eu des élections, par exemple, en Côte d'Ivoire, municipales et législatives dans le dernier mandat, qui ont été des vraies élections, où ça s'est bagarré, des votes, des proches du pouvoir qui ont été battus, pas beaucoup. Et donc le processus continue. Et encore une fois, il y a des élections législatives. Il ferait mieux d'ailleurs tous de commencer à s'y préparer. Et puis il y aura des élections dans le prochain mandat. Et puis il y a des échéances. Donc je pense que cette focalisation sur ce moment précis, elle est compréhensible, mais il faut la mettre dans une perspective. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la plupart des électeurs sont des jeunes. Les 3/4 de la population ont moins de 35 ans, Antoine Feneau. Oui, absolument. Un coup d'œil à la pyramide des âges permet de s'en rendre compte. 75% de la population ivoirienne, vous allez le voir sur cette fameuse diagramme, à moins de 35 ans. Et ça, c'est notamment un problème pour l'emploi de l'aveu même du gouvernement ivoirien, car la population active augmente plus vite que les emplois. Pourtant, le taux de chômage, lui, ivoirien, reste relativement faible, voire même historiquement faible. Regardez ces données de la Banque mondiale. Il atteint 2,5% de la population active, mais il est de 15% chez les jeunes diplômés. Pourtant, il faut aussi remettre ça et nuancer en perspective, car le taux de jeunes sans emploi ou non inscrits dans une formation ou tout simplement pas en études, lui, il est, là encore, selon des données de la Banque mondiale, quasiment de 19%. Peu de perspectives réelles pour une partie de la jeunesse ivoirienne, des formations inadaptées, une pauvreté tenace, de quoi pousser les jeunes Ivoiriens, en tout cas une partie d'entre eux, à quitter le pays, vers la France notamment. Les Ivoiriens sont en effet, et ça c'est des statistiques du ministère de l'Intérieur que j'ai retrouvées pour vous, la 5e plus grande nationalité demandeur d'asile, donc ici en France, comme vous pouvez le voir juste ici. On peut avoir un président âgé de 83 ans quand on a une telle jeunesse dans sa population, Ziad Limam. Vous savez, la question de l'âge, je comprends très bien cette question. Elle est réelle pour ceux qui ont un certain âge et qui exercent des responsabilités. Après, il n'est pas le seul, y compris, j'allais dire, avec un petit clin d'œil chez les Blancs. Donald Trump, il a 76 ou 77 ans et Joe Biden n'était pas beaucoup plus jeune. Donc, je ne sais pas si c'est ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, je pense que c'est les chiffres
qu'on a vus, qui sont des chiffres à la fois encourageants et complexes. On a vu ces effets génération Z, hein, on les voit, c'est-à-dire des jeunes formés qui ont besoin d'un accès à l'emploi. Alors en Côte d'Ivoire, ça va quand même assez vite parce que la croissance est là, parce que le pays a quadruplé son PIB depuis 2011, parce qu'il y a un mouvement qui se crée, mais il y a une démographie qui est très puissante. Et donc, c'est tout l'enjeu en Afrique en ce moment, et en particulier dans les pays semi-émergents ou émergents, c'est cette courbe démographique, elle suit pas à pas la courbe économique, la courbe de croissance, et donc il faut encore plus de croissance. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il faudrait passer de 7-8 à 11-12 pour pouvoir absorber ces générations entrantes. Le chiffre, on a 21 millions d'habitants en 2011, et on a 34-35 millions d'habitants aujourd'hui. Donc on voit à quel point ça a joué. Et oui, on va vers les 50 millions dans pas très longtemps. Hein. Qui dit électorat jeune dit smartphone. L'accès à l'information se fait de plus en plus par les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, c'est surtout la désinformation qui règne en maître. Montage frauduleux, insultes, intelligence artificielle. Partisans du pouvoir comme l'opposition ne reculent devant rien, sans compter les tentatives de déstabilisation venues de l'étranger. Le gouvernement lui multiplie les interpellations. Voyez le reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Dans le Côte d'Ivoire tchèque, c'est l'heure de la conférence de rédaction. Avec leurs médias, Mohamed Kébé et ses collègues chassent les fausses informations en ligne et décryptent les manipulations numériques. Comme la majorité des fausses informations sur lesquelles Mohamed travaille, elle provient d'un site revendiquant sa proximité avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une organisation intergouvernementale qui réunit les juntes maliennes, nigériennes et burkinabées. Ce sont des comportements qui sont bien coordonnés. Et lorsque une page divulgue la fausse information, automatiquement les autres pages relaient la même fausse information. C'est ce que suggère également l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Dans cette note d'analyse, elle décrypte la trajectoire d'une des fake news les plus virales de l'année en Côte d'Ivoire, la mort du président Alassane Ouattara, puis amplifiée par plusieurs cyberactivistes burkinabés, notamment grâce à la réalisation d'une fausse capture d'écran attribuée à France 24. D'après les autorités, cette opération visait à déstabiliser l'opinion publique. Les comptes responsables sont principalement identifiés comme ayant des liens avec le Burkina Faso et ses soutiens. Pour le chercheur Lassina Diarra, ces tensions s'expliquent également par les relations respectives qu'entretiennent ces pays avec la France et la Russie. Le Burkina a fait le choix d'être proche de la Russie et que la Côte d'Ivoire proche des Occidentaux. D'après le think tank Atlantic Council, la Côte d'Ivoire est le 3e pays le plus visé par des campagnes en ligne pro-russes et anti-occidentales après le Mali et la France. Ziad Imam, ça marche ces intox auprès de l'opinion ? Ça marche et ça marche pas. C'est-à-dire on parlait des jeunes tout à l'heure, donc c'est la cible, c'est cette jeunesse qui peut être tentée par un autre modèle. Et je pense que la clé en fait de ces grandes campagnes d'intox, et là en ce moment en particulier, c'est quand même lié à la situation avec l'Alliance des États du Sahel. C'est quand même lié à ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali. Et donc, on est quand même dans une confrontation des modèles. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, malgré tout, et parfaite ou imparfaite, elle reste, je l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire d'évolution civile. Et que les pays de l'AES ou les pays sous régime militaire conteste en fait ce modèle en disant que, mais non, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus efficaces. Bon, ça serait une autre émission à discuter et vraiment à discuter. Ouais. Mais voilà, donc ça vient beaucoup. Avec l'aide de puissances étrangères. Alors, avec l'aide de puissances étrangères, alors on parle souvent de la Russie. Alors, c'est vrai que les Russes regardent la Côte d'Ivoire avec un intérêt particulier, pétrole, or, cacao, etc. Mais ils n'ont pas vraiment un pouvoir d'influence aujourd'hui. Peut-être un pouvoir de nuisance, mais pas d'influence. Mais par contre, le modèle AES, là, par contre, ça peut, on peut perturber une jeunesse ou une partie de la jeunesse, en particulier celle qui est la plus déclassée, vers des modèles soi-disant révolutionnaires. Et puis surtout, dernière chose, l'idée, c'est aussi de dire que cette élection, en fait, elle n'est pas bonne. Donc, on bombarde avec les images, parfois vraies, parfois fausses, mais en les remixant, et on essaie de délégitimer un processus.
Car la Côte d'Ivoire, en tout cas, représente un enjeu avec son économie, l'une des plus dynamiques du continent, Antoine Feneau. Oui, absolument, une économie dynamique mais contrastée. Voilà comment on pourrait résumer, en tout cas, l'économie ivoirienne sous les dernières années de la présidence Alassane Ouattara. On l'a dit un petit peu plus tôt, depuis 2011, le pays connaît une croissance exponentielle. Regardez ici, c'est à découvrir entre 2012 et 2019 notamment, c'est plus de 8% de croissance annuelle, c'est un record. Une croissance portée notamment par des exportations de matières premières très importantes. On va le voir notamment sur cette répartition. Vous le voyez, ça apparaît en orange sur ce petit graphique. En 2024, c'était quasiment 40% des totales des exportations du pays. On y trouve de l'or, du pétrole, on l'évoquait un petit peu plus tôt, de la noix de cajou, mais surtout du cacao. La Côte d'Ivoire est en effet, on va le découvrir également sur cette autre carte, le premier producteur mondial et de très loin de cacao. Elle l'exporte d'ailleurs sous toutes ses formes, à la fois transformées et non transformées. Un dynamisme de l'économie ivoirienne, on vient de le voir, qui attire également les investisseurs étrangers. Selon ce rapport de l'ONU que j'ai pu consulter également pour vous, la Côte d'Ivoire est le 3e pays sur le continent africain qui attire le plus de capitaux étrangers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pourtant, malgré cette bonne santé économique dans les chiffres, les inégalités, elles restent assez fortes. On peut le voir également sur ce graphique. Vous voyez le PIB qui augmente en jaune et la pauvreté, c'est cette ligne orange et elle ne fait que stagner. En cause, il y a des investissements axés principalement autour de la capitale économique, Abidjan notamment, et une économie informelle qui représente près de 90% de l'emploi et qui échappe donc à un impôt avec à la clé moins de recettes pour l'État ivoirien. Merci Antoine Feneau. Et parmi ces pays qui entendent bénéficier à plein de cette croissance, la Chine qui a massivement investi sur place, Lynn Boisult, à Pékin pour France 24. Ces 20 dernières années, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires de la Côte d'Ivoire. Elle a financé des projets majeurs d'infrastructures dans tout le pays, comme des routes, des hôpitaux ou encore des barrages. Et cela se reflète aussi sur le plan commercial. En 2023, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 4,5 milliards d'euros. Alors l'une des convoitises de Pékin, ce sont les ports africains, car ce sont des points stratégiques dans le projet des nouvelles routes de la soie souhaitée par Xi Jinping. Le port d'Abidjan, par exemple, la Chine en détient 50% du capital, ainsi que les droits d'exploitation. Depuis le renforcement de leur partenariat stratégique en 2024, la Chine s'intéresse de plus en plus aux ressources minières de la Côte d'Ivoire, comme l'or, le lithium, le manganèse ou le cuivre, car ce sont des matières essentielles pour les entreprises chinoises. Mais cette coopération soulève des questions. S'agit-il vraiment d'une relation gagnant-gagnant pour les deux pays? Certains y voient une nouvelle forme de dépendance à l'avantage de la Chine. Zaid Limam, la Côte d'Ivoire a les moyens aujourd'hui de mettre en place une relation véritablement équitable avec la Chine? Alors, vous comparez la Côte d'Ivoire avec le premier GDP mondial. Bon, c'est vrai que ça pose des problèmes de balance. Après, on serait surpris d'apprendre que, par exemple, les principaux partenaires à l'export de la Côte d'Ivoire, c'est les Pays-Bas et la Suisse. Pourquoi c'est les Pays-Bas et la Suisse? Parce que c'est le cacao. Donc on voit quand même que dans la structure du commerce ivoirien, l'agro-industrie, ça pèse. Alors, la montée du pétrole, du gaz, du minerai, ça vient aussi, mais regardez qui a gagné le contrat de baleine, enfin le contrat pétrolier et gazier, les nouveaux champs, c'est Eni, c'est les Italiens. Donc, je pense que les Ivoiriens essayent de leverager, comme on dit, leur capacité. Après, les Chinois, ils apportent des financements, ils participent sur des grands projets d'infrastructure, et par contre, comme dans toute l'Afrique, ils sont aussi des acteurs commerçants, c'est-à-dire ils exportent beaucoup de cochonneries, excusez-moi, des choses pas chères qui viennent dans les marchés, qui viennent perturber les circuits classiques du commerce ou même de la petite PME ou de l'industrie locale. Et donc ça, c'est vrai que c'est une discussion qui a lieu et qui aura lieu. La France, elle est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, elle qui a pourtant aidé à régler la crise post-électorale et à permettre l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara conformément au scrutin. Non, la France est un des partenaires clés de la Côte d'Ivoire. D'abord, il n'y a pas que le business. Je veux dire, il y a aussi, la culture, l'échange, la langue, le fait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même pas la place forte, mais c'est quand même l'endroit où la France est le plus à l'aise dans cette région. Il y a plus de 1000 entreprises, il y a des dizaines de milliers, 1000 entreprises
entreprise française, c'est le premier investisseur européen. L'Europe reste le premier investisseur en IDE en Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas du tout dans un processus d'exclusion. La France construit en partenariat, je crois que c'est Bouygues et en partenariat avec la Côte d'Ivoire, le métro d'Abidjan, qui est un chantier, on en parle peu, mais qui est une espèce de chantier du siècle. Il faut bien imaginer cette ligne qui va traverser cette mégalopole. Donc on n'est pas dans un retrait, on est dans un redimensionnement de la France comme on le voit ailleurs, mais Abidjan et la Côte d'Ivoire restent quand même terra amicale. Et en tout cas, pour conclure cette émission, on va revenir sur cette crise de 2010-2011 dont on a parlé à plusieurs reprises. Elle fit plus de 3000 morts et 150 000 déplacés internes. Une situation que ne veulent surtout pas revivre aujourd'hui les Ivoiriens, et on les comprend. Abobo, l'un des quartiers d'Abidjan favorables à Alassane Ouattara. Des jeunes jettent des pneus et des pierres sur l'autoroute. D'en bas, on entend leurs cris contre Laurent Gbagbo, l'ancien président qui veut garder le pouvoir. On ne veut pas de Gbagbo. Suivent des coups de feu, tout le monde détale. Des tirs de l'armée qui quadrillent la ville. À chaque carrefour, c'est un nouveau barrage. Sur ces images de la télévision ivoirienne favorable à Laurent Gbagbo, on voit les passants fouillés et pour certains arrêtés, comme ces hommes assis au bord d'un champ avec leurs serpettes. Dans le centre d'Abidjan, de rares attroupements se forment autour des étals des marchands de journaux. Les Ivoiriens sont inquiets. Les commerçants ont préféré baisser leurs rideaux. Tous les clients sont carrément terrés chez eux. Et vous constatez que tous les magasins sont fermés. Hier après-midi, les combats entre manifestants pro-Ouattara et forces de sécurité auraient fait plus de 20 morts. Les dirigeants de l'Union européenne exhortent l'armée à se placer sous l'autorité du président élu Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo, qui recevait en fin d'après-midi un émissaire de l'Organisation de l'Union africaine, ne semble pas décidé à céder le pouvoir. Ziad Limam, 15 ans plus tard, les acteurs Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont toujours là, même si ce dernier a vu sa candidature invalidée. La page, elle est vraiment tournée aujourd'hui ? Je pense que la page est tournée, elle se tourne, et comme je vous l'ai dit un peu au courant du fil rouge de notre entretien, c'est un process, c'est un processus. Je pense que les Ivoiriens, ils ont leurs affinités politiques, culturelles, identitaires, régionales, mais globalement, je pense que c'est un pays qui veut aller vers l'avant, qui veut changer, qui veut se transformer, qui veut travailler, qui veut faire des études, qui veut se marier, qui veut voyager si on leur laisse des visas. Voilà, et donc je pense que ça, c'est très puissant aujourd'hui, et que ce qui fait en fait en partie la force d'Alassane Ouattara, c'est qu'il incarne un peu ce mouvement vers le plus. Mais la prospérité. Comment le maintenir ? Comment transformer l'économie ? Comment faire plus d'emplois ? Comment accélérer les processus de démocratisation ? Voilà les enjeux qui vont se poser dès le lendemain de cette élection en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, d'avoir été avec nous à la veille de cette fin de campagne en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle, c'est le 25 octobre. Restez avec nous sur France 24, prochaine édition du Monde dans tous ses états, la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre site france24.com.